La messe du football africain démarre ce dimanche 21 décembre 2025 à Rabat, c'est au Maroc. En match d'ouverture, on aura le Maroc, pays organisateur, face aux Comores, qui en sera à sa deuxième participation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et ce, après une première participation, en tout cas honorable au Cameroun en 2021, avec à la clé une huitième de finale face au pays hôte, le Cameroun. Décidément, les Comores se retrouvent dans les poules des pays organisateurs. Et surtout, ce qu'on doit retenir, c'est qu'avant le match face au Cameroun en 2021, il y a eu près de 12 joueurs comoriens qui ont été testés positifs au Covid. Shaker Aladjo, qui est mon invité justement, qui est latéral droit, qui évoluait à l'époque à Ajaccio, avait dû, malgré lui, en tout cas garder les cages des Koulakant, l'équipe nationale de football des Comores. Nonobstant leur élimination en huitième de finale face au Cameroun, la CAN 2021 venait de se découvrir un héros. On a parlé de lui en Côte d'Ivoire, dans le monde, un peu partout. Il a eu une prestation héroïque. Il a eu à repousser tous les assauts des attaquants camerounais. On s'en souvient encore, de très très belles images. Voir un latéral droit comme ça s'est transformé en gardien. Il a fait des merveilles. Nous le recevons aujourd'hui à Nantes, dans la ville qu'il a vu naître. Et c'est dans cette ville qu'il a démarré sa carrière de footballeur. Et ce sera pour faire un grand tank sur la CAN 2025. ActuPeople.net fait sa CAN avant l'heure. Suivez cette interview qui, en tout cas, réserve bien d'émotions. Et ce, à l'instar, en tout cas, de mon invité Shaker Aladjo. Salut Shaker, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va super bien, très heureux de te retrouver. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. On sent un peu des airs des fêtes là. Je me suis mis dans le smoking. Mais il y a 2 ans, c'était la fête en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Vous n'y étiez pas? Non, qu'est-ce que ça vous a fait de n'avoir pas eu à participer à cette fête du football en Côte d'Ivoire? C'est toujours une déception. J'ai pu suivre cette CAN à la télé en Côte d'Ivoire. C'était une très belle fête avec la victoire du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mais c'est sûr qu'en tant que joueur de la sélection, c'est toujours une déception parce que tu veux y participer à cette fête aussi. Et malheureusement, on n'a pas su faire ce qu'il fallait. Dans notre groupe, on avait le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Zambie et la troisième équipe, je ne me rappelle plus trop bien. Donc, on n'avait pas eu de chance sur le tirage parce que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Donc, on ne savait pas comment ils allaient prendre les matchs, vu qu'ils étaient déjà qualifiés, s'ils allaient jouer à fond ou pas. Et donc ça allait se jouer. On n'allait pas pardonner aux Ivoiriens, en tout cas, de perdre les matchs. Même s'ils étaient qualifiés, il fallait déjà, c'était la mise en jambe. Il fallait qu'ils nous laissent gagner. Franchement, il fallait qu'ils nous laissent gagner, ils étaient déjà qualifiés. Mais en plus, on était sur une superbe période à ce moment-là, comme on avait fait la CAN 2021. Tout à fait. Et donc, les Côte d'Ivoire, ils ont vraiment joué à fond contre nous, en tout cas. Et on n'a pas su gagner un match aller-retour contre eux et ça nous a pas permis de pouvoir nous qualifier pour cette belle CAN en Côte d'Ivoire. C'est clair que ça aurait été un plaisir pour toi, en tout cas tu avais été adopté par les Ivoiriens, carrément, lors de cette phase héroïque au Cameroun en 2021, de te voir participer, d'aller en Côte d'Ivoire forcément. Après cette prestation, tu as eu des félicitations de footballeurs internationaux comme Didier Drogba, Michael Essien, Samuel Eto'o. Tu nous en parles un peu et est-ce que tu as eu à rencontrer ces joueurs? Déjà, pour commencer, après la CAN, c'est sûr que il y a un lien qui s'est développé avec les Ivoiriens, je ne vais pas vous mentir. Même entre les Comoriens et les Ivoiriens, tout court, il y a des groupes qui se sont créés où ils se parlent souvent, où les Ivoiriens ont envie maintenant d'aller visiter les Comores. Donc, cette CAN a permis de créer un lien. Après, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de beaux messages après l'événement qui s'est passé à la CAN, de grands joueurs dont que j'ai connu étant petit, que j'ai beaucoup suivi, comme Essien, Adebayor, Didier Drogba. Même à la fin du match, Eto'o aussi m'avait félicité. Donc ça fait toujours plaisir. Après, je les ai jamais rencontrés en vrai, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ce sont des grands joueurs qui ont marqué l'histoire africaine de football et même l'histoire mondiale. Et donc ça fait toujours plaisir de recevoir des messages vraiment de gens dont ils font partie de pourquoi j'ai voulu être footballeur. Donc c'était vraiment des bons moments.
De tous ces grands footballeurs que tu as cités, lequel, toi, a été un modèle véritablement pour toi, au point où ça a aiguisé ta passion pour le football? En Afrique, j'ai beaucoup suivi Eto'o. J'aime beaucoup Eto'o. Et Drogba aussi. Et voilà. Et c'est aussi quand il était à Lyon et toute sa carrière. Après, plus récemment, Yaya Touré. Ou des joueurs comme Riyad Mahrez aussi, mais moi je suis plutôt de l'époque à l'ancienne. Ouais, Samuel Eto'o, On Drogba. rappelle que tu as 34 ans tout de même, donc c'est 34 ans, pas... Voilà, tu as ta retraite internationale, tu as arrêté le foot, je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc forcément, les joueurs qui ont dû, qui t'ont inspiré toi dans ce métier, dans ce champ footballistique, ce sont des joueurs dont tu es en train de parler. C'est ça. Et pour revenir sur l'épisode de Cameroun en 2021, tu as dit pas mal de choses sur cet épisode, notamment l'inquiétude que se faisait ta maman, qui avait peur, qui a-tu eu peur lorsque tu retournes sur un terrain de foot, qui s'inquiète pour ta santé, et le fait que aussi, entre vous, footballeurs, il y a eu beaucoup de choses que tu as eu à dire sur cet épisode au Cameroun. Qu'est-ce que tu n'as pas eu à dire sur des plateaux que tu peux nous confier là sur le plateau d'actupeople.net? Bah, c'était, vous savez, des événements comme ça se passe qu'une fois. Mais je ne sais même pas si ça peut se passer dans une carrière. Là, ça s'est passé, c'était beaucoup, comme je l'ai dit souvent, c'était beaucoup d'émotions, les choses sont arrivées rapidement. Et comme tu le dis, j'ai dû prévenir ma famille, ma mère surtout, qui ne suit pas forcément le foot. Elle s'inquiète surtout pour ma santé, ce qui est normal. Donc quand je l'ai eu au téléphone pour lui dire que voilà, j'allais jouer gardien, eh ben, elle s'est beaucoup inquiétée. Elle ne voulait pas. Honnêtement, elle ne voulait pas du tout. Ça s'est passé 2-3 jours avant le match quand je lui ai annoncé que peut-être, à ce moment-là, je lui ai annoncé que peut-être j'allais jouer gardien. Elle n'était pas du tout d'accord, donc elle me disait non, c'est pas possible que tu fasses ça. Pourquoi à ce moment-là tu dois aller jouer gardien, sachant que aussi il faut savoir que pendant la compétition j'avais pas joué 1 minute encore. Donc elle se disait non, bah voilà, le coach il ne t'a pas fait jouer, donc pourquoi tu veux aller rendre ce service-là en gros. Et mais moi, je voulais le faire, je voulais prendre cette responsabilité-là. Mais bon, après le match, au final, elle et ma sœur, parce que ma sœur aussi n'était pas trop d'accord, mon père, il était plus favorable. Et au final, après le match, c'était la première qui m'a appelé en me disant qu'elle était fière de moi. Et ça, c'est aussi des moments qui m'ont marqué. Ouais. Qui m'ont marqué. Et d'être, voilà, on est toujours content quand ses parents ils disent qu'on est fier de son enfant. On est toujours content et ça, c'est des belles émotions. Ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de dire, c'est que lors de cette phase de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, tu n'avais pas joué une seule minute. C'est ça. Et c'est lorsqu'il y a eu ces 12 cas de Covid dans votre équipe que toi, tu viens à la rescousse comme le pompier et tu te dis, OK, je vais porter cette lourde charge d'être dans les cages. Ouais, c'est ça. En fait, sur les 12 cas, il y a eu 6 joueurs et 6 membres du staff, dont le sélectionneur. Et quand en fait on a su qu'il y avait déjà les 2 gardiens qui étaient aptes, parce qu'on avait 3 gardiens, il y en avait un qui était blessé à l'épaule, Ben Bouana, il y en avait 2 qui étaient aptes, mais ils avaient le Covid. Du coup, nous les joueurs à ce moment-là, quand le staff commençait à nous dire il y a les 2 gardiens qui ont le Covid, les gars commençaient à vous préparer, chercher un joueur pour aller au but. Nous on prenait ça vraiment à la rigolade. Vraiment, en plus c'est une sélection nous qui rigole beaucoup. Donc on prenait ça à la rigolade. Donc tous les joueurs voulaient aller gardien. Mais c'était toujours de la rigolade. Par exemple, il y avait Kassim Abdallah, qui était le joueur le plus grand de l'équipe en taille. Il s'est directement désigné. Moi aussi, tous les joueurs, un peu les anciens de l'équipe, on s'est tous désignés. Mais c'était pour rigoler. Et du coup, après, Kassim Abdallah lui-même, il a été positif. Donc lui, il ne pouvait plus aller. Et donc du coup, à ce moment-là, vraiment, on ne pensait pas qu'on allait jouer sans gardien. Donc on prenait vraiment les choses à la rigolade. Et plus les heures passaient, on arrive veille de match, en fait, là on commence vraiment à se dire que, les gars, on va peut-être jouer sans gardien. Parce que la CAF, là, ils font pas ce qu'il faut pour faire une dérogation ou je ne sais pas quoi. Mais les gars, il faut se mettre dans la tête dans un coin de notre tête que vraiment, on va jouer sans gardien. Donc moi, je me suis désigné parce que je savais que je n'allais pas commencer titulaire. Les titulaires, on savait déjà à peu près le 11, donc eux, ils allaient jouer.
Maintenant, ça allait être un des remplaçants qui allait pouvoir endosser ce rôle-là. Et moi, j'avais le plus d'expérience. Donc moi, j'ai pris cette responsabilité-là. Et aussi parce que je n'avais pas de qualité de gardien. Il faut bien savoir que je n'ai jamais joué de gardien, même pour m'amuser. Mais j'avais le plus d'expérience et j'étais plus celui qui était amené à jouer comme un libéro, en fait. C'était ça aussi l'objectif, c'était que si on jouait sans gardien, c'était d'amener en fait un cinquième joueur. Comme si j'étais gardien, mais aussi libéro. Et comme tu le dis, sur le but que tu prends, justement, tu as une attitude de libéraux, tu mets les deux bras derrière. Exactement, c'est des mauvais réflexes. Là, je pensais que j'étais latéral, j'ai mis mes bras derrière mon dos et il a marqué. Bon. Mauvais réflexe qui a coûté cher, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce dont on est en train de parler, moi, je vois un peu une figure, un peu. Je ne sais pas, est-ce que tu crois beaucoup en Dieu? Oui, tu es chrétien, musulman? Je suis musulman. Tu es musulman? Parce que dans ce que j'ai pu lire dans la Bible, un peu par rapport à l'histoire de David, c'est un peu comme lorsqu'il devait aller affronter les Philistins face à Goliath. Il était le garçon qu'on n'avait pas pris, mais qui, au final, s'est révélé être un peu le héros. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que quelque part, il y avait une divinité qui te suivait un peu par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun? On a beaucoup prié. On a beaucoup prié ensemble, on priait tous les jours ensemble. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. On le remercie, parce que ça aurait pu très mal se passer aussi. Mais je ne vais pas m'estimer comme un héros, parce que c'est le travail de toute l'équipe. Parce que moi, pendant le match, là, aujourd'hui, les gens ils me voient comme un héros, entre guillemets. Mais moi, de la manière dont j'ai vécu le match, en fait, c'est là que j'ai vu vraiment le travail de mes partenaires. Parce que quand on joue gardien, les gens ils regardent le match de leur télé, il y a les spectateurs au stade, le coach. On a tous une vision différente, en fait, de voir le match. Et moi, de mon poste, en fait, de gardien, c'est là que tu vois l'ensemble des joueurs, comment ça travaille ensemble. Et là, eux, je sais qu'ils avaient l'objectif que le Camerounais fasse le moins de frappes possible. Donc, j'ai vraiment vu leur détermination. Et pour moi, c'est vraiment eux les héros du match, même si on a perdu, parce qu'ils ont fait un match super. En plus, on était à 10 aussi. Et c'est un sacrifice qu'ils ont fait. Ils se sont sacrifiés pour éviter que je prenne un maximum de buts. Mais il y a tout de même des séquences héroïques, tout de même, lorsqu'on voit ce tir de Vincent Aboubakar, que tu arrêtes, tu restes 3 assauts comme ça dans un laps de temps que tu repousses tout de même. C'est vrai que le superlatif de héros, tu veux, par modestie, l'attribuer à tout l'ensemble, et c'est tout à fait normal. Le football, c'est un sport collectif, mais tout de même, on va dire, lors de ce match, tu as tiré ton épingle du jeu au point où tout de même, tu es devenu le héros d'une nation quelque part. Et lorsque vous êtes rentré aux Comores, comment était l'accueil? Comment étaient les regards sur toi? Quand on est rentré aux Comores, on n'est pas rentré tout de suite après la CAN. Okay. On est directement reparti dans notre club. Après, comment ça s'est passé en janvier, on est revenu qu'au mois de mars. Là, je ne te cache pas, c'était la fête. Hein. C'était la fête. On avait un match amical, je crois que c'était contre l'Éthiopie. Et en fait, avant que j'aille aux Comores, mes parents ils commençaient déjà à me dire « Chaker, quand tu vas retourner au village, il va y avoir une toute petite cérémonie pour toi, mais ça ne sera pas grand-chose. » Donc moi, je me suis dit « Bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est normal, on va faire la fête ensemble, c'est normal. » Ah là là, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de cérémonie-là, vraiment. Un accueil. Il y avait tout le village, il était là, tout le village, tous les anciens du village, ils étaient tous là et c'était énorme. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, même le cortège pour aller à mon village, c'était énorme. Franchement, c'était vraiment un bon moment. Il y avait les gens de la fédération, tout ça. Et au final, j'ai dû me retrouver à parler au micro devant tout le monde. Et c'était une très belle cérémonie, une très grande cérémonie. Et ouais, ça fait plaisir parce que tu sens que les gens ils sont fiers de toi et que voilà, c'était un bon moment. Avant de revenir sur cette célébrité, sur cet accueil, moi je vais revenir un peu sur le volet un peu de la foi. Lorsque tout de même, je veux dire, tu es sélectionné depuis 2014, tu as participé à toutes les phases éliminatoires, vous vous retrouvez à cette CAN des années après, en 2021, tu te retrouves sur les bancs. Forcément, on est gagné par la frustration parce qu'on s'est dit, bon, on a fait le sale boulot, mais est-ce que instinctivement, c'est là que je fais appel à ta foi, est-ce que tu as fait une prière pour te dire, Allah, mon Dieu, révèle-moi ta face par rapport à une action
que je puisse montrer un peu à tout ce staff, que je puisse montrer à mon pays que j'en vaux la peine, avant que cette situation-là n'arrive où tu as déployé tout ton talent en tant que gardien d'un jour? Est-ce que tu as fait une petite prière particulière tout de même? Bah écoute, pour revenir à ce que tu dis, moi je suis arrivé en 2014, ça veut dire que j'ai toujours joué titulaire, tous les matchs, quand j'étais apte, mais j'ai rarement été blessé, grâce à Dieu. Et j'ai joué tous les matchs titulaires. Ça veut dire que quand je suis arrivé en sélection, avec les autres, notre objectif, parce qu'à l'époque il y avait très peu de moyens, mais on jouait tous vraiment pour l'amour du maillot. Et notre objectif commun, c'était une participation à la CAN pour ce petit pays. Et l'objectif là, on l'a réussi. Mais en 2020, je me suis fait les ligaments croisés. Et en gros, ça a tout chamboulé parce que la CAN, elle arrivait en 2021. Donc il fallait que je me remette de ma blessure. Et le club d'Ajaccio m'a pris alors que j'étais en fin de contrat et m'a permis aussi de pouvoir faire cette CAN parce que sans club, je ne pense pas que j'aurais pu faire la CAN. Donc je tiens à les remercier. Et du coup, quand je suis arrivé à la CAN, j'étais pas à 100%. J'avais perdu ma place de titulaire, ce qui est logique, et j'étais pas à 100%. Et il y avait beaucoup de frustration, ce qui est normal parce que je suis un compétiteur. J'ai fait tout ce chemin-là, et quand tu arrives au bout, bah, je suis content parce qu'on est à la CAN, mais tu as envie de participer à cette CAN parce que moi, je pense que quand tu fais une compétition, que tu la gagnes ou pas, mais si tu as joué 0 minute, ça n'a pas la même saveur. Tu peux gagner la Coupe du Monde, gagner la Ligue des Champions, mais si tu étais toujours sur le banc, tu as joué 0 minute, voilà, en tant que compétiteur, en tant que quelqu'un qui veut jouer, qui veut aider son équipe, bah, c'est sûr que ça n'a pas la même saveur que celui qui a joué tous les matchs. Pour moi, ça me semble logique. Et en fait, d'y participer et de ne pas pouvoir jouer les matchs, et bah, y avait de la frustration sur le banc, tu es content d'être là, mais tu veux jouer. Et c'est pour ça que c'est difficile pour un sélectionneur de gérer un groupe parce qu'il y a beaucoup de frustration de ceux qui ne jouent pas. Et pourtant, mais malgré ça, il faut qu'on reste dans un état d'esprit de groupe parce qu'il ne faut pas que ta frustration, que les autres puissent voir ça et que ça donne une mauvaise image dans le groupe. Donc c'était difficile à gérer. Vraiment, c'était difficile. Et oui, dans mes prières... Qu'est-ce que tu as fait un petit peu? Oui, j'ai fait des invocations pour jouer. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ok. Je n'ai pas fait des invocations pour dire « mettez-moi gardien, s'il vous plaît ». Non, tu n'as pas dit à Dieu je veux pouvoir montrer quelque chose, par exemple, que tu sois classé même en tant que latéral et que tu te retrouves sur une action décisive où tu te retrouves à marquer. Oui, parce que je pense que tous les footballeurs rêvent de quand tu joues un match, avant un match, tu rêves toujours des actions que tu peux faire pendant le match. Tu rêves toujours... Voilà, j'espère, je ne sais pas, en tant que défenseur, peut-être oui, marquer ou faire une intervention qui sauve un but. Toujours, tu imagines des choses, des actions. Ça fait partie des footballeurs. Tous les footballeurs, on est comme ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai rêvé la nuit de pouvoir participer à un match et aider mon équipe. Pas de cette manière-là, mais oui, j'ai fait des invocations pour... C'est important. Justement, est-ce que ça t'a permis de te construire une image de joueur célèbre aux Comores? Joueur célèbre, pas forcément, malgré moi. C'est sûr, l'impact que ça a eu, en fait, ce moment-là, l'impact que ça a eu après, je ne pensais pas que ça allait avoir un aussi gros impact. Parce que pour moi, en fait, j'avais juste servi un service à la nation. Mais je ne pensais pas qu'en fait, j'allais recevoir autant de messages de la part surtout des gens en Afrique. Et que j'étais une inspiration pour certains. Je ne pensais pas que j'allais avoir cet impact-là. Et donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Et en fait, tu as juste envie de retransmettre après. Tu es obligé pour moi de retransmettre en fait, tous les messages que j'ai reçus, que des messages positifs. Que des messages positifs. En fait, je me suis dit, mais non, faut que je retransmette ça, ces messages-là. Faut que je fasse plus maintenant pour mon pays. Maintenant que j'ai terminé ma carrière, il faut que j'en fasse plus, il faut que je retransmette mes connaissances. D'abord football, après on verra pour d'autres projets, mais d'abord football. Et maintenant j'ai vraiment cette envie-là d'aider les jeunes Comoriens à réaliser leurs rêves.
On va y arriver, mais outre cet impact, est-ce que tu as pu le capitaliser quelque part? Est-ce que tu as pu prêter ton image à des marques qui sont venues pour greffer leur image? Est-ce que tu as pu... Honnêtement, pas forcément. Il y en a quelques-unes qui sont venues, mais si ça ne me correspond pas en fait à mes valeurs, eh ben, je vais pas, je refuse quoi. Mais non, pas forcément. Non. Plus de 30 sélections avec l'équipe nationale du Comore. Tout de même, première sélection en 2014, tu passes toutes ces années avec eux. Quels ont été les moments forts que tu as pu vivre avec l'équipe nationale? Il y a eu tellement de moments en fait. Il y a eu tellement de moments parce qu'on est parti de tellement bas que tous les moments qu'on a vécu ensemble, c'est une grande aventure. Et une grande aventure, je pourrais en citer tellement. On a fait tellement. Quelques-unes. Le match, la première victoire. C'est vraiment la première victoire qu'on gagne, première victoire historique pour le pays, qu'on joue contre le Botswana. C'était au Comores, je me rappelle, au stade de Mitsamiouli. Et pour l'anecdote, en fait, il pleuvait beaucoup, énormément. Et on jouait sur un synthétique qui n'était pas terrible. Ça veut dire que, en fait, le synthé, le terrain commençait à gonfler. Il y avait des parties où vraiment il y avait des boules, comme des boules, des grosses boules. Et on avait arrêté le match. Et en fait, nous, le Botswana, eux, ils voulaient stopper le match carrément. Et non, nous, on s'est dit non, on n'arrête pas le match. On va jouer ce match et on va le gagner. Et au final, on a réussi à gagner 1-0 et c'était notre première victoire. Donc déjà, ça, c'était historique. Le pays, vraiment, il a tremblé. Et un autre moment aussi, c'est le match nul contre le Ghana à domicile. C'était vraiment un moment... Les Black Stars, gagner une équipe comme ça. Et enfin, on a fait match nul et normalement on devait gagner parce qu'on a marqué un but qui était signalé hors jeu, mais il n'était pas du tout hors jeu le joueur qui a marqué. D'ailleurs même les arbitres ils avaient été sanctionnés. Et ce match-là aussi c'était déjà accueillir des grosses nations comme ça au Comores. Auparavant c'était, il n'y avait pas, donc il y avait les frères Ayou, ils étaient venus. Et ouais, on avait fait match nul et là le pays aussi c'était énorme. L'ambiance, les gens au stade, ils venaient, le match était à 15h, les gens ils venaient à 7h du matin, c'était déjà rempli. Waouh. Et c'était loin de la capitale et il y a des gens qui venaient même à pied au stade. Ça, c'est vraiment des moments que j'oublierai jamais. Et aussi le match nul aussi contre l'Égypte, à domicile, c'était vraiment un bon moment dans le nouveau stade. Ouais, tous ces moments-là, c'est des moments inoubliables en sélection. Ouais. En tout cas, tu restes un pionnier à l'instar de la génération de Didier Drogba qui a pu faire qualifier par exemple la Côte d'Ivoire en 2006 pour sa toute première Coupe du Monde. Toi, tu as fait partie de cette équipe des Comores-là qui a pu faire qualifier, on va dire, les Comores pour leur toute première Coupe d'Afrique au Cameroun en 2021. Votre seconde participation, ce sera cette année en 2025 au Maroc. Là, on sait que tu as pris ta retraite internationale. Pourquoi est-ce que tu n'es pas aux côtés des joueurs comoriens en tant qu'un ancien pour leur apporter ton expérience quelque part? Honnêtement, j'aimerais bien. Après, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Il y a la fédération et le nouveau staff, le nouveau coach qui font du très bon travail. Moi, c'est ce qui m'inspire et c'est ce que j'aimerais parce que pour beaucoup, il y en a, c'est leur première CAN. Et voilà, leur apporter mon expérience. C'est ce que j'aimerais. Après, comme je le dis, ça ne dépend pas de moi. C'est surtout la fédération. Au-delà du fait que ça ne dépend pas de toi, est-ce que toi-même, tu t'impliques davantage dans la gestion du football local, du football comorien, depuis ta retraite internationale? Depuis que j'ai arrêté, oui, j'ai eu des discussions avec le président de la fédération, où dernièrement, je lui ai dit, moi, mon avenir, je la vois au sein de la fédération pour donner une chance en fait, aux jeunes comoriens, pas forcément avec l'équipe nationale A. Eux, ils font du très bon travail avec la sélection A, mais plus pour les jeunes en fait. Parce que c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas des jeunes nés aux Comores qui intègrent des centres de formation, que ce soit en Afrique, des académies ou des centres en Europe. C'est vraiment dommage parce que l'équipe nationale, elle est surtout faite avec des joueurs, des expatriés, des gens de la diaspora qui sont nés quasiment tous en France. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel de jeunes aux Comores. Ils aiment beaucoup le football. Et c'est sûr qu'il y a du potentiel là-bas chez les jeunes. Mais maintenant,
leur donner une structure pour qu'ils puissent s'exprimer. Et moi, c'est là où je veux vraiment donner une chance à ces jeunes de pouvoir rêver et qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qu'ils aient une opportunité de jouer en Europe ou même dans des championnats en Afrique. Mais là, ça se fait très rarement. Là, ça commence à se développer petit à petit, mais voilà que j'apporte mon expérience pour leur montrer comment ça se passe, quelle rigueur il faut avoir. Et ça, c'est vraiment, j'aimerais bien. J'ai eu des discussions avec le président et j'espère que ça avancera. Pour toi, tu as commencé le foot pratiquement à 5 ans. Tu as fait toutes tes classes à la Beaujoire avec le FC Nantes. Ouais. C'est clair que là, aujourd'hui, ton expérience, elle sera la bienvenue. Il y a un vaste chantier à bâtir. Ouais. Donc, c'est à toi forcément. Tu es en train de passer tes diplômes dans ce sens? J'essaie de passer mes diplômes. Ouais. OK. Vu qu'on parle de passer les diplômes, et là, on va parler aussi de la préparation de l'équipe des Comores. On sait que les éléphants, ils sont à Marbella en Espagne, avant de rallier le Maroc. L'équipe des Comores, ils se sont basés où pour la préparation? Là, ils sont en train de se préparer près de Marseille. Donc là, tout l'effectif va être rassemblé. Et voilà, ils se préparent bien parce que le match va être difficile. Le match d'ouverture, c'est que dimanche. C'est le dimanche 21. Ça arrive vite. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16, c'est dans 5 jours pratiquement. Est-ce que tu passeras les voir une fois? J'espère aller. Okay. J'espère y être avec eux. Et de toute manière, je serai là pour les encourager, même si je n'y suis pas là-bas. Je serai derrière ma télé pour les encourager. Parfait. Première participation en 2021 et 8e de finale. Ça arrive rarement. Hein? C'était quoi votre secret pour atteindre ce niveau-là de la compétition? Notre secret, déjà, on a beaucoup prié parce qu'il fallait un concours de circonstances pour qu'on se qualifie. Parce qu'on a terminé dans les meilleurs 3e. C'est ça. Et il fallait aussi... Ça dépendait du match de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, je crois, non? C'est ça. C'est ça. Et comme la Côte d'Ivoire a pu être sauvée aussi par rapport au Maroc, donc on vous a porté chance quelque part, ça vous a permis de vous qualifier pour les 8e. Merci, grâce à vous. Il y avait aussi un autre match. Ça dépendait aussi d'un autre match de la Sierra Leone, je crois. OK. Donc ils ont raté un penalty à la fin du match. Et là c'était, on a crié quand on regardait le match. Et non, mais la recette, c'est on n'a pas lâché, on a fait preuve de caractère parce qu'on avait perdu les 2 premiers matchs entre le Gabon et le Maroc. Donc le 3e match contre le Ghana, si on voulait espérer se qualifier, on était obligé de gagner le match. Et c'est ce qu'on a fait contre le Ghana quand même. C'est une grande nation africaine. On les a battus 3-2. Mais bizarrement, à la fin du match, on n'était pas content parce que on savait que le goal average, ça pouvait compter. Okay. Eux, je me rappelle qu'ils étaient à 10 et on voulait marquer plus de buts. Et au final, on gagne, mais on ne gagne que 3-2. Et on s'est dit, peut-être le goal average, ça ne va pas passer. Donc à la fin du match, on était un peu frustrés. On n'était pas joyeux alors que c'était notre première victoire. C'était historique pour nous de gagner le premier match. Une phase, ouais. Et au final, on était un peu triste. Mais au final, grâce à Dieu, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez même failli créer la surprise face au Cameroun, parce que gagner le Ghana, est-ce que ce n'est pas ce qui a fait qu'au final, c'est vrai que cette théorie du complot, quelque part, tout le monde essaie de la développer à sa façon. Est-ce que, d'où été ces cas de Covid, j'ai vu dans certaines interviews, tu dis que ces cas étaient avérés, d'où été ces cas de Covid, pour certains qui étaient des cas assez imaginaires tout de même. Est-ce que tu ne pensais pas que vous auriez pu créer la surprise, passer au pays organisateur, le Cameroun, en 8e de finale et aller au quart? Mais bien sûr, même sans gardien, même avec moi gardien, on aurait pu créer la surprise. Peut-être qu'à 11 contre 11 avec un gardien, il nous aurait peut-être mis 3-0, 4-0, je ne sais pas, ou peut-être on aurait gagné. Mais nous, on y croyait. Honnêtement, même quand on savait qu'on allait jouer sans gardien, on y croyait. Et c'est ça en fait. Et je pense aussi le Cameroun, eux, ils se sont dit, ils jouent sans gardien, on va les terminer, c'est fini. Et nous, de notre côté, on y croyait fort. Donc au final, on a fait un super match. On a perdu, on a fait un super match. Onana, il a fait un super match, il faut le dire, parce que moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais lui, il a sorti beaucoup d'arrêts, plus que moi.
Et donc c'est de là où je pense qu'on a eu vraiment des occasions franches qu'il a sorties et qu'on pouvait vraiment gagner ce match, même à 10. Donc on y croyait fort, même après qu'on soit réduit à 10, parce qu'on a été réduit à 10 aussi. Et là, même moi, de mon côté, je me suis dit, 0-0, on est à 10, sans gardien, ça sent pas bon pour moi. Hein. Malgré que c'est toi qui étais le gardien. Ça sent pas bon pour moi. Mais malgré ça, on a réussi à montrer du caractère, à montrer nos valeurs sur le terrain, à produire du beau jeu. On a réussi, à perdre 2-0, on a réussi à revenir à 2-1 sur un magnifique coup franc de Youssouf Mchangama. Et il restait du temps encore, même si l'arbitre il a sifflé le match avant. Mais il restait du temps. Je pense qu'on pouvait aller chercher au moins les légalisations. Et c'est dommage, mais au final, on ne peut que être fier. Regarde, à la fin du match, on a perdu, on a éliminé. Normalement, tu es triste, tu es dégoûté. Mais au final, à la fin du match, on a fait un cri de guerre. Moi, personnellement, dans ma carrière, après une défaite, je n'avais jamais fait un cri de guerre. Mais pour te dire pourquoi… Vous avez montré que vous étiez des vrais guerriers. Exactement. On a fait un cri de guerre. Il y avait des gens à la fin du match, ils pleuraient. Parce que les émotions, c'était fortes, les émotions. Et on s'est tous réunis, on a fait un cri de guerre. Et voilà, on s'est dit, on a donné tout ce qu'on pouvait. On a montré une belle image de nous. On a touché le cœur des gens. Et au final, même si on a perdu sur le résultat, mais je pense qu'on a gagné plus. Ça restera en tout cas un moment unique dans l'histoire du foot africain, c'est clair. C'est 8e de finale face au Cameroun où vous êtes réduit à 10, des cas de Covid. Toi qui es en tant que gardien, plein de choses. En tout cas, ça restera dans la mémoire, dans les annales du football africain. Première participation, 8e de finale. Là, pour la seconde participation, lorsque tu échanges avec tes jeunes frères, c'est quoi les challenges ? Déjà, là maintenant, il y a un peu une nouvelle génération qui s'est construite. Il y a un nouveau staff, un nouveau sélectionneur qui est arrivé, qui fait du très bon boulot. Donc il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, grâce peut-être aussi à ce qu'on a fait avant. Ça les a amenés aussi peut-être à se dire, nous aussi maintenant on veut représenter le Comore. Des joueurs comme Miziane Maoulida, Rafiki Saïdi et d'autres joueurs, Zaïdi Youssouf et j'en passe, qui sont des très bons joueurs. Donc ils sont venus apporter aussi… Hakim Abdallah qui est à Guingamp, Rafiki Saïd qui est à Standard de Liège. Exactement. Tous ces joueurs-là que j'ai vus un peu. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui se confronte aussi à l'ancienne. Mais il n'y a aucun souci. Ils ont fait une très belle campagne de qualification. On a terminé premier devant la Tunisie. On a battu la Tunisie. Tout à fait. Donc, voilà. En terminant premier de votre poule. En terminant premier de notre poule. Donc ça montre vraiment la qualité qu'il y a dans cette sélection. Et aussi… je pense que ce qu'on peut reproduire dans ce premier match de CAN et durant la compétition, on a vraiment des belles choses à montrer. Et voilà, il faudra être fort. Parce que là, on est dans un autre contexte où il faut être fort directement. Il n'y a pas le temps. Et je pense que l'équipe a toutes les qualités pour se démarquer dans ce groupe et réussir à aller loin dans cette compétition. Ça tombe bien justement, vu que toi tu as une belle palette d'expérience, si tu as des consignes à donner par rapport au match d'ouverture le 1er décembre face au Maroc, vous qui avez eu à gagner la Tunisie dans les phases de qualification et terminer premier de votre groupe, si tu as des consignes à donner à tes jeunes frères là, ils vont regarder cette interview, c'est clair. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Regarde ta caméra, la caméra de Fabien, et dis-leur quelque chose. C'est pas évident parce que c'est un match, match d'ouverture. C'est toujours un match spécial. Il y aura beaucoup de pression des deux côtés. Beaucoup au Maroc surtout, parce que c'est eux le pays hôte. On attend beaucoup d'eux. Donc eux, ils ont beaucoup de pression. Maintenant, nous, comment on va gérer le match ? C'est le coach qui saura donner les consignes, tout ça. Et je sais que les joueurs appliqueront ces consignes-là, mais c'est en termes surtout de pression. Parle-leur comme le guerrier que tu es. Moi, je veux que tu t'adresses à eux, parce que j'ai envie qu'ils voient ce message. Si j'avais un message à leur dire, c'est ça. C'est que déjà, on est tous derrière eux. Sachez qu'il y a un peuple, et on est tous derrière vous. Et que essayez de gérer les émotions. Il faut gérer ces émotions-là dans ce genre de match-là, parce qu'il y a beaucoup d'excitation. Et gérer ces émotions, et après, faites ce que vous savez faire sur le terrain. Vous savez jouer au ballon. Donc, jouez comme vous jouez d'habitude. Et soyez efficace. Il n'y a que ça, soyez efficace.
Et le reste après, je sais que vous donnerez tout pour le maillot, que vous mouillerez le maillot, mais voilà, efficacité, rigueur et après, ça va bien se passer. Quels sont les joueurs dont toi tu es proche dans l'équipe nationale? Beaucoup Youssouf Mchangama. Beaucoup Youssouf Mchangama. Un petit message à Youssouf. Ah, Youssouf, si je devais dire un message, Youssouf, tu sais, on se sait. Si toi, tu es à 100%, si tu es en forme, c'est bon, l'équipe, elle te suivra, il n'y a pas de souci. Et il y a Ben El Fardou aussi, capitaine, aussi emblématique, lui aussi. J'espère qu'il pourra apporter à l'équipe, mais Youssouf Mchangama, s'il y a un coup de pied arrêté, Bounou, là, il faut qu'il tremble. Il faut qu'il tremble. Il sait déjà, de toute façon, il sait déjà, il a vu tes vidéos, il sait déjà. Donc, tu sais où la mettre, tu sais comment tirer le coup franc et tu sais nous donner des émotions aussi. Tu penses que vous pourrez vous sortir de poule quand même? On a le Mali, on a la Zambie. Est-ce que tu penses que vous pourrez sortir de poule? Oui, c'est impossible que je te dise non. C'est oui, on peut. Maintenant, on peut terminer aussi meilleur troisième, donc on a plus de chance. On sait qu'on est dans un groupe difficile, on ne va pas se mentir. Le Maroc, toutes ces équipes-là, on les a déjà jouées. Ces équipes-là, maintenant, elles ont évolué. Le Maroc, maintenant, c'est une très grosse équipe mondiale. Donc, mais bon, ils ont beaucoup de pression. On a vu leur dernière prestation à la dernière Coupe du Monde, énorme. Oui, c'était pas mal. Maintenant, on attend beaucoup d'eux aussi, donc ils auront beaucoup de pression à domicile. Ça aussi, ça joue beaucoup. Et le Mali, on les a déjà joués dans les qualifications de la Coupe du Monde. On a perdu 2 fois 3-0. Mais là, on va les jouer dans un autre contexte. Où là, voilà, c'est un match et il peut tout se passer. Et les Zambie aussi, on les a déjà joués lors des qualifications pour aller en Côte d'Ivoire, où on a perdu chez eux et match nul chez nous. Mais c'est des équipes qu'on connaît, donc on se connaît. Maintenant, ça va être dans un autre contexte, comme j'ai dit. Et là, il peut tout se passer. Même si on ne part pas favori. Hein. On ne part pas favori, clairement. Mais il peut tout se passer et je sais qu'on a les qualités pour gêner ces équipes-là. Oui, honnêtement, oui. Mais selon toi, qu'est-ce qui va faire la différence fondamentalement? Ce qui fait la différence, le football, sur les matchs, ça joue souvent à des détails. Hein. Ça joue souvent à des détails. Nous, sur le papier, on a des joueurs qui sont bons, qui sont très bons. Et après, c'est sur le terrain. Comme je disais, la gestion des émotions. Voilà, les actions où il faut marquer. Tu as une action, tu sais que tu ne vas pas avoir beaucoup d'actions. Il faut marquer directement. Et voilà, il faut bien défendre aussi. Il y a plein de paramètres dans un match. Et ouais, comme je le redis, ça se jouera à des détails. La motivation, nous, on l'aura contre ces équipes-là, j'en doute pas. Et après, c'est le coach qui a étudié les équipes, qui saura donner les consignes aux joueurs. Mais moi, je suis confiant. Honnêtement, je suis confiant. Dans ce groupe A, quand tu vois, selon toi, les deux qualifiés, ce sera qui pour les huitièmes? Dans notre groupe? Oui, dans le groupe A, dans votre groupe. Mali, Zambie, Maroc, Comores, tu vois qui comme les qualifiés? Les huitièmes de finale. Moi, je vois bien Maroc et Comores. Maroc et Comores. Et Mali est la 3e place. Ok. On voit qu'il y a de grandes nations, en tout cas forcément, qui ne sont pas qualifiées pour cette phase finale de la CAN 2025. Des pays comme le Ghana, le Cap-Vert, la Guinée, des pays qui sont absents. Ouais. Tout de même, on a des équipes qui sont toujours là. On voit dans le groupe B, par exemple, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Selon toi, quelles sont les deux équipes que tu pourrais sortir du chapeau? Entre qui? Entre l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et Zimbabwe. C'est compliqué, hein? Ah ouais. Là, on rentre à fond dans la cadre, parce qu'on va essayer de voir les différents groupes. Tu nous donneras, selon toi, tes différents qualifiés. Égypte, Mozambique. Non, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Zimbabwe. Ouais, c'est compliqué. Parce que l'Angola, ils sont très forts maintenant. L'Égypte, ouais, c'est un gros. L'Angola, ils ont un très beau football. Ouais, ils ont un très beau football. Falancas Negras, c'est un très très beau football. C'est vrai. Les Bafana, ils étaient très pimpants, il y a un passé, maintenant, récent. Ils reviennent très fort. Okay. Du Sud, ils reviennent très fort. Et les Zimbabwe, c'est toujours des équipes, c'est pas les favoris, mais c'est des équipes qui déstabilisent. Tout à fait. C'est toujours dur de jouer contre ces équipes-là. Et on a les pharaons avec un Mo Salah. Oui, Mo Salah, bon, en ce moment, c'est un peu la tempête, mais... ça lui permettra de revenir un peu en puissance. Il va revenir en puissance en sélection, ça j'en doute pas. C'est un top joueur mondial. C'est ça. Mais honnêtement, moi je vois bien l'Égypte, l'Afrique du Sud et Angola. Troisième Angola. Ouais. Dans le groupe C, on a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Ça doit être un peu plus simple, non?
pour les qualifier? Il y a la Tunisie et à qui? Nigeria, Ouganda, Tanzanie. Nigeria, Tunisie et les deux autres, c'est qui? Ouganda, Tanzanie. Et Ouganda et Tanzanie derrière. Ouais. Attends, tu vois le Nigeria, la Tunisie et l'Ouganda troisième. Nigeria premier, Tunisie deuxième. Et Ouganda et Tanzanie, parce que Tanzanie, ils ont un bon championnat là-bas. Ils ont un très bon championnat. Tout à fait. Donc, je pense que aussi c'est une nation qui commence à se développer. Pourquoi pas créer la surprise là, la Tanzanie en terminant troisième, mais comme on le dit depuis ces dernières années, il n'y a plus de petites équipes, hein, il n'y a plus de petites nations. Celles qui étaient comme des favoris, aujourd'hui on voit que dans les phases finales de Coupe d'Afrique, on voit des équipes qui créent la surprise. On a vu le cas avec le Cap-Vert dernièrement, on a vu même la Guinée équatoriale qui avait laminé la Côte d'Ivoire 4-0. Il n'y a plus de petites nations, c'est clair. Groupe D, Sénégal, RD, Congo, Bénin, Botswana, tu vois qui est sorti? Sénégal premier, RDC deuxième et Bénin troisième. En tout cas, RD Congo, ils sont en puissance. Hein. Ah ouais. Ils sont chauds. C'est beau, franchement. Il y a certains qui les voient comme les favoris. Est-ce que c'est ton cas? La RDC? Ouais. Oui. Largement? Ouais. Pas largement, mais c'est vraiment un prétendant. Ouais. Avec ce qu'ils font en ce moment là, c'est vraiment fort ce qu'ils font. Les deux derniers groupes, on a le groupe E avec l'Algérie, le Burkina, la Guinée équatoriale et le Soudan. Toi, tu vois qui les Fennecs, les étalons? Burkina premier. Ok. Ah ouais? Oui, Burkina c'est costaud. Hein. Non, vraiment. Ça fera plaisir, mon ami Aristide Bansé. Oui, j'ai déjà joué contre lui. Ah, oui, cheveux frites jaunes. Hein. Tout à fait. Oui. Ils avaient fait une très belle, ils avaient fait en tout cas une belle participation en 2013. Il nous a dérangé. Mais oui, non, Burkina Faso c'est costaud. Ils sont toujours là. Ok. Toujours là. Algérie, oui, ça reste l'Algérie, mais on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment avec cette équipe. Donc, je les mettrai deuxième. Et les deux autres, c'est qui? Guinée équatoriale et Soudan. Oui, Guinée équatoriale aussi, ils sont là, toujours là, hein, à la CAN. Et ils peuvent accrocher aussi la deuxième place. Et donc, la deuxième place, ça va jouer entre la Guinée et l'Algérie, je pense. Ok. Mais Burkina, je les vois premiers. Dernier groupe, celui de la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les Lions indomptables. Ouais. On a le Gabon, qu'on a eu lors des phases éliminatoires de la Coupe du Monde, et la Mozambique. Ça, c'est un très gros groupe, ça. Ouais, quelque part. Ah là 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 là. Ah ouais. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon. Bah, déjà, ça joue entre les trois. Maintenant, honnêtement, c'est compliqué. La Côte d'Ivoire, pour moi, je pense qu'ils sont favoris pour cette compétition. C'est normal, ils ont gagné la dernière édition. Tout à fait. C'est normal de les mettre favoris automatiquement. Ils ont des très bons joueurs. Ils bossent bien, le sélectionneur, il bosse bien. Mais c'est compliqué. Malgré ça, c'est compliqué parce que le Gabon aussi, ils reviennent bien. Ils reviennent très bien, le Gabon. Après, le Cameroun. Il y a la rivalité quand même, Côte d'Ivoire-Cameroun. Les Lions, lorsqu'ils sont sur un terrain, ils rugissent. Hein. Mais moi, je vois là, Côte d'Ivoire première. Gabon deuxième, Cameroun troisième. Ok. Et si tu dois donner un petit pronostic lors des phases match Côte d'Ivoire-Cameroun, tu verrais quelle équipe? Non, moi, honnêtement, Côte d'Ivoire. Largement? Ouais, franchement, largement. Pourquoi? Comment aujourd'hui, là, le contexte, là, aujourd'hui, comment c'est instable un peu au Cameroun. Peut-être ça va impacter les joueurs ou pas. J'espère pas. Et même s'ils ont des très bons joueurs. Hein. Mais là, tout de suite, je te dis là, Côte d'Ivoire, 100% Côte d'Ivoire. Lorsque tu vois l'ossature de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quels sont les joueurs, toi, qui te marquent dans ce 11-là dirigé par Faye Emers? Moi, j'ai des bons amis qui ont été appelés en Côte d'Ivoire. Ah, super. Qui, par exemple? Des amis Crasso et Opéry. Ok. Christopher Opéry et Jean-Philippe Crasso. C'est ça. Opéry, j'ai joué avec lui à Caen, j'ai joué avec lui à Châteauroux. C'est un très bon ami, une très belle personne et un très bon joueur aussi. Il joue en Turquie. Et Crasso aussi, on était ensemble à Ajaccio. Ok, maintenant au Paris FC? Oui, au Paris FC. On a fait la montée à Ajaccio ensemble. Très, très bon joueur. Très, très bon joueur, vraiment. Très belle personne aussi. Donc la rivalité avec le Cameroun.
Oui, non. Ou non, l'ossature. Voilà, Pardon. quand tu vois, quand Ouais, tu parlais des footballeurs, oui, des joueurs, c'est vrai que là, tu as parlé de Kessié. Opéry, voilà, et Crasso Ouais. qui sont tes proches. Mais lorsqu'on parle du 11 type, bah, voilà, on a Kessié, Il y a aujourd'hui on a Kessié, un jeune vraiment, qui déboule un peu en puissance, qui est à Leipzig. Jean Ouais, Diomandé, Diomandé. tu en as entendu parler. Oui, oui, Diomandé aussi, j'en ai entendu parler. On a le retour de Zaha aussi, avec l'équipe nationale de Côte Oui, d'Ivoire. Zao, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé quand il était à Crystal Palace. C'est ça. Mais en sélection, Et là, il est de retour. C'est vrai il est de qu'il n'a pas retour, encore ouais. fait ses On preuves au attend sein de beaucoup de lui l'équipe quand nationale même. de Quand Côte il va d'Ivoire. jouer, on attendra beaucoup de lui. Non, ouais, il y a Kessié, bon, non, franchement, il y a du monde partout. Hein. Même Sangaré, Fofana C'est ça, au qui milieu. revient à sa meilleure En forme. défense aussi. Il y a Evan du monde Ndika. aussi. Ndika, mais je crois que Ousmane Diomandé, Agbadou. Singo, il n'a pas été appelé, je crois. Il était blessé. Sengo, là, il est blessé. Ah, c'est dommage parce que lui, c'est Ouais. un élément fort aussi. C'est ça. Donc forcément, Mais, en tant que latéral droit, on aura Doué. Oui. Et Guéla par contre, j'ai Doué. vu Allaire aussi, peut-être il est Qui est blessé, blessé, ouais. je ne sais pas trop. Donc, non, mais il y a une belle ossature. Et ils ont l'expérience aussi. C'est ça aussi qui joue beaucoup dans les compétitions comme ça. C'est l'expérience des grands matchs. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de Christophe de Opéry et de Crasso. Dans ta carrière de footballeur, forcément, par rapport à toutes les équipes qui tu es passé, que ce soit à Nantes, Ajaccio, et Châteauroux et autres, tu as eu à rencontrer des footballeurs. Ouais. Quels sont les footballeurs avec qui tu as eu à entretenir de très bons rapports? Des très bons rapports. Il n'y en a pas énormément hein, qui restent en dehors du foot. Après qu'on se parle en dehors du foot, franchement, honnêtement, il n'y en a pas énormément. Youssouf Mchangama est l'un d'entre eux avec qui j'entretiens des très bons rapports. C'est surtout ceux en sélection. Ok. En club, tu changes souvent de club. Moi, j'ai fait quelques clubs. Donc après, bon, tu n'as plus trop de contacts, même si on se suit sur les réseaux, tout ça, mais tu n'as pas forcément beaucoup de contacts. Mais en sélection, c'est différent. En sélection, tu es quasiment toujours avec les mêmes. Et c'est des aventures de vie humaine aussi, au-delà du football. Donc c'est des choses marquantes où tu vis des choses avec des gens. Et là, comme je disais auparavant, quand tu fais une première CAN avec ton pays, après il y a plein de joueurs qui sont passés, mais quasiment une ossature, le même groupe. Et c'est comme dans la vie. Hein. C'est comme dans la vie, quand tu vis des expériences avec des gens, des aventures avec des gens, peu importe l'aventure, ça te marque et tu crées un lien. Forcément, moi j'aurai toujours un lien avec ceux avec qui j'ai fait ma première CAN, avec le sélectionneur. On aura toujours forcément un lien ensemble parce qu'on a créé quelque chose. Et donc c'est avec ces gens-là avec qui j'ai Fouad Bachirou, Ben El Fardou, tous ceux de ma génération, Youssouf Mchangama. C'est avec eux où j'entretiens vraiment des bons liens. Après, avec les autres, oui, on peut se parler avec d'autres sur les réseaux, mais... Il y a Zach qui disait lors d'une interview que lui, il se méfie d'avoir beaucoup d'amis parce qu'il avait eu des petits soucis avec un footballeur avec qui il avait évolué à Crystal Palace. Ouais. Et il disait, c'est pour ça qu'il se méfie d'avoir des amitiés dans le football. Est-ce que toi, tu abondes dans le même sens que lui? Est-ce que vous avez le même point de vue sur ce sujet? Oui, il faut se méfier, oui, comme tout être humain, il faut se méfier. Après, voilà, en fait, c'est des choses c'est naturel en fait. Si tu accroches bien avec la personne du club et tout, si vous voyez que ça dure l'amitié, voilà, c'est comme ça. Après, il y a des amitiés qui se brisent ou quoi, c'est la vie. Mais non, moi, je n'ai pas forcément de mal à pouvoir avoir une amitié avec quelqu'un dans le football. Non, ça ne me dérange pas. Au contraire, parce qu'on a vécu les mêmes choses. On sait comment ça se passe, le monde du football, et comme je le disais avant, les aventures, ça lie vraiment ça crée vraiment des liens forts. Des liens forts. On termine avec les Canaries. Le FC Nantes, c'est toute ta vie. À 5 ans, tu rentres en centre de formation. Tu l'as dit en ce moment, il n'y a pas de détection. C'est ton père qui t'y a emmené. Exactement. Tu passes toutes tes classes et tu vas en équipe première. Ouais. Toute cette belle vie à Nantes, si tu dois la résumer. En tant que gamin qui découvre le foot, qui en fait une passion et après ça devient ton métier. Le FC Nantes, c'est mon club de cœur. Hein. Tout simplement, c'est mon club de cœur. C'est comme moi, Nantes, c'est ma ville de cœur. Ah, c'est ta ville de cœur? Voilà. Ça fait 10 ans que je suis dans cette ville et j'adore. Que dire du club et de la ville?
C'est depuis gamin, quoi. Depuis gamin, mon père il m'a amené au stade. À la Beaujoire. Ouais, à la Beaujoire, à quasiment tous les matchs à domicile depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans. Donc pour te dire que j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai rêvé de jouer dans ce stade de la Beaujoire avec une ambiance formidable. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Donc déjà, ça c'est énorme. Et voilà, le club, c'est une partie de ma vie. Honnêtement, c'est une partie de ma vie. Quand tu fais toutes tes classes dans un club, il y a l'éducation de tes parents, bien évidemment, mais il y a aussi l'éducation du centre de formation, tout ça. Ils m'ont éduqué aussi d'une certaine manière. Donc ça, je leur serai jamais redevable, entre guillemets. Mais ouais, non, le club de Nantes, il fait partie de ma vie. Je les suis encore aujourd'hui, même si c'est plus la même époque, tout ça. On a connu des époques, on était champion en 2000, on gagnait la coupe, on l'a gagné il n'y a pas longtemps la Coupe de France, mais avant aussi. Et là, je rêvais, des fois je pleurais, je me rappelle, j'étais petit, je pleurais, j'écoutais les matchs à la radio. Et je pleurais quand ils perdaient. La belle époque des Jafet Ndoram, c'est ça? Jafet Ndoram, Nicolas Wedek, Patrice Loco, j'étais un peu jeune, j'étais très Patrice jeune, Loco, ouais. mais toutes ces légendes-là, Nicolas Wedek, tout ça. Landreau, ah oui. le gardien emblématique. Darocha, j'étais fan de Darocha quand j'étais petit. Wow. J'étais trop fan. Et non, tous ces joueurs-là, voilà, ça me fait rappeler des souvenirs. Et, non, c'était beau, c'était une belle époque. Il y a une grosse rivalité avec l'équipe des Rennes. Oui. Le derby breton. Ces derbys, tu as dû en jouer pas mal. J'en ai joué 2 ou 3. J'en ai gagné 1. Là-bas, au stade à Rennes, on avait gagné 3-1. Je me rappelle, j'avais joué, franchement, c'était un match pas mal. Hein. Ce genre d'ambiance. Ouais, grosse ambiance. Lorsqu'on y pense. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Après, quand tu es sur le terrain, tu fais un peu abstraction de tout ça. Mais quand tu arrives à l'échauffement, tout ça, déjà le parquage visiteur, il était déjà rempli, il chantait. Et en plus de ça, on a ramené la victoire là-bas. Donc c'était un bon moment. Franchement, c'était un bon moment. Le foot, ça te manque souvent? Honnêtement, pas trop. Non, pas trop. Parce que ça a beaucoup changé le football quand même. Ça a beaucoup changé. Je trouve qu'il y a moins de passion qu'avant. Il y a moins de passion. Je regarde toujours. Hein. J'aime bien les joueurs, là, Haaland, Mbappé, tout ça. Vinicius, moi, c'est ces joueurs-là que je kiffe, ceux qui mettent des buts, tout ça. Ils font des beaux gestes, tout ça. C'est Neymar, tout ça. Je kiffe ces joueurs-là, mais je trouve qu'il y a moins de passion, en fait. Donc, pour toi, le côté business prend plus le pas aujourd'hui? Oui, exactement. Le côté business, il prend plus le pas. Et ça fausse un peu ça, cette passion-là qu'ont les joueurs. Mais bon, ça fait partie de l'évolution du football. C'est comme ça et il faut s'adapter. Lorsqu'on commence ce métier très jeune, toi à 5 ans, et qu'on signe son premier contrat pro, est-ce que toi, en tant que jeune footballeur, les chiffres, est-ce que ça t'a fait tourner un peu la tête? Franchement, au début, pas du tout. Pourtant, moi, j'ai eu ma première fiche de salaire à 14 ans. Je me rappelle, à l'époque, je touchais 90 €. Mais ça m'a jamais... non, c'était pas ça. Moi, c'était pas pour... honnêtement, c'était pas pour l'argent que je voulais être footballeur. Je ne vais pas te mentir en disant, ouais, je vais être footballeur pour faire sortir ma famille du quartier. Moi, avant tout ça... Tu as grandi à Dervallières, c'est ça? Dervallières. Avant tout ça, c'était un rêve, c'était une passion. Je jouais tous les jours au ballon dans mon quartier. Et mon rêve, c'était de jouer à la Beaujoire. C'était ça, mon rêve. Et bon, après, quand les années passent, quand tu arrives en centre de formation, tout ça, bon là, tu commences à vouloir que ce soit ton métier. Normal, mais tu ne penses pas forcément aux chiffres. Tu penses déjà, moi, je veux jouer à la Beaujoire. Parce que être pro, bon, quand tu es en centre de formation, tu as toute la structure, tout ça, tout est fait pour que tu puisses y arriver. Mais une fois que tu as signé après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien d'avoir le papier pro, mais il faut être pro aussi. Être pro, c'est pouvoir jouer. Être performant. Ouais, être performant, régulier. Continuer à enchaîner les matchs. Enchaîner, et aussi faire une carrière. Parce que être pro, signer pro, ça ne te garantit pas de faire une carrière. Tout à fait.
Et faire une carrière, c'est très très difficile. Honnêtement, c'est très difficile d'avoir une certaine régularité. Et voilà, il y en a beaucoup qui... Par exemple, moi, j'étais pas le plus talentueux. Mais voilà, j'avais ce truc-là, j'avais du talent normal, mais j'avais ce truc-là qui faisait la différence. Cette rage de vaincre. Cette rage, le travail, être là au bon moment, parce qu'il faut aussi de la chance, saisir ses chances. Et voilà, c'était une fierté après pour toute la famille, tout ça, de me voir jouer à la Beaujoire, pour mon père surtout, qui m'a beaucoup accompagné. C'est que maintenant, aujourd'hui, que je me rends compte en fait des sacrifices qu'il a fait pour moi, que ce soit mon père ou ma mère, mais mon père surtout parce que c'était lui qui m'a amené au foot. C'est lui qui a cru en moi. Toute ma famille a cru en moi, mais c'est lui qui m'a amené. Moi, j'habitais au Dervalière et le centre à Nantes, c'était très loin. Donc des fois, on allait en bus, on marchait. Des fois, on avait la voiture. Et ça, en fait, c'est pendant X années. Quand j'étais petit, jusqu'à que je rentre en formation, mais pendant que j'étais tout petit, il m'a amené tout le temps aux entraînements. Là, je ne vais pas te mentir, j'ai mon fils. Des fois, je l'amène aux entraînements. Il fait froid. Bon, faut pas trop rester, on veut être chaud. C'est là que tu vois tous les sacrifices de papa. Exactement. Est-ce que moi, je serais capable de les faire pour mon fils? J'espère. Pas sûr, hein. Pas sûr, si c'est la voie qu'il va emprunter, bien sûr. Mais les sacrifices vraiment de mon père, énorme. L'acte que tu as pu poser justement pour exprimer ta reconnaissance véritablement à ton père, ça a été lequel? Après tous ces sacrifices qu'il a eu à faire. La reconnaissance. Après, nous, on est dans une famille un peu discrète, on est un peu... Beaucoup pudique. Exactement. L'éducation, la religion, on est beaucoup pudique. Donc déjà, même le fait que... Je savais qu'il était fier de moi, mais il ne me l'a jamais dit. Il ne me l'a jamais dit de vive voix. Il ne m'a jamais dit, oh, mon fils, je suis fier de toi. Parce que moi, aujourd'hui, je dirais tous les jours à mon fils. Mais il ne me l'a jamais dit, mais je savais. Et ça, déjà, c'est... Je pense qu'après, par exemple, le match de la CAN, là, j'ai senti qu'il y avait une très grande fierté. Et même, des fois, j'entendais de l'extérieur que, voilà, ton père, tu sais, il est très fier de toi. Et moi, ça me marquait, parce qu'il ne me l'avait jamais dit. Donc, c'est... Je te raconte une petite anecdote. Lorsque j'ai fait un entretien avec le père d'Emès Faye, qui lui aussi a grandi à Nantes, qui a été aussi qui a été au FC Nantes, et son père disait qu'une fois, il accompagnait son fils à l'entraînement et sa voiture est tombée en panne. Et son fils lui a dit un jour, je t'offrirai une voiture. Et il a tenu cette promesse. Lorsqu'il a signé pro, je crois, lorsqu'il était soit à Nantes ou à Nice, il lui a offert une voiture. Est-ce que toi, tu as eu à poser un petit acte comme ça? Oui, non, des voitures, oui. Une voiture, je l'ai déjà acheté une voiture. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même si je lui ai acheté une voiture, il ne va pas me dire que, voilà, je suis fier. On est comme ça, en fait. On est comme ça, même si je l'ai ressenti, on est comme ça. Il y a beaucoup de modestie, beaucoup de détachement. Oui, beaucoup de modestie. Il est comme ça et moi aussi, je suis comme ça. Et voilà, c'est très bien comme ça. Hein. Mais je sais qu'il a été fier de moi et qu'il est fier de moi. C'est sûr pour un parent. De devoir inscrire son fils à l'âge de 5 ans et de le voir terminer, faire toutes ses classes et terminer professionnel, tu peux que être fier. En tout cas, tu as tenu bon. Tu as tenu bon comme un bon guerrier. Lorsqu'on parle des Comores sur le plan musical, on parle de soprano. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du foot comorien, on parle de Chaker à la dure? Non, je pense pas. Franchement, honnêtement, je pense pas. On va plus parler de la sélection en elle-même que moi. Après, oui, peut-être. C'est sûr que des gens qui suivent pas forcément le foot comorien, quand on va leur parler de la sélection, peut-être la première chose qui va leur venir à l'esprit, c'est « Ah, mais votre gardien, tout ça ». Oui, ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages. Moi, je ne suis pas forcément… Ou les gens ils me disent « Moi, je ne suis pas forcément le foot, mais depuis ce match-là, et maintenant, je vous suis, tout ça ». Oui, ça m'arrive souvent, mais quand on va parler de la sélection, ce n'est pas forcément mon nom qui va ressortir en premier. C'est plus, je pense, la sélection comorienne et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait en place. Ouais, ensemble, ouais. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter, toi, aujourd'hui, à ton pays, les Comores? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, des opportunités. Moi, je parlais que de mon registre qui est le football.
des opportunités vraiment pour les jeunes Comoriens. Voilà, de pouvoir s'exprimer ailleurs qu'aux Comores, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de potentiel là. Maintenant, il faut juste leur donner une bonne structure pour qu'ils puissent s'exprimer. Et voilà, moi, là, si j'avais un objectif ou même un rêve, c'est de voir des Comoriens nés aux Comores intégrer des centres, des académies en Afrique ou des centres de formation en Europe et qui puissent un jour réaliser leur rêve, devenir pro et revenir dans leur village et au pays. Voilà. Je suis parti de là, du village, et j'ai réussi à monter jusqu'en pro et qu'ils reviennent avec fierté dans leur village. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur vraiment, parce que aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a personne, voilà, qui a débuté aux Comores, comme on peut le voir par exemple en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont passés par des académies, ou au Sénégal, et qui arrivent à exploser en Europe. Ça, c'est magnifique, ça, quand ils reviennent après au pays. Et ben moi, c'est ça, c'est vraiment un objectif que j'ai vraiment personnel, de voir des jeunes Comoriens nés aux Comores exploser en Afrique ou en Europe. En tout cas, on sera là pour partager et surtout promouvoir ce rêve avec toi. Le dimanche 21 décembre 2025, les Comores seront face au Maroc pour le match d'ouverture de la CAN 2025. Nous, sur le plateau d'ActuPeople.net, nous avons eu à recevoir Chaker Aladio, héros, malgré lui, de la CAN 2021 au Cameroun. Chaker, un dernier mot pour terminer cette interview. Déjà, merci à vous pour l'invitation. C'était un super moment. J'espère qu'on pourra se revoir. Hein. Avec grand plaisir. On est à Nantes. On est à Nantes, on garde contact. Et un dernier mot pour les jeunes Comoriens qui vont écouter cette interview, ou même les jeunes Africains, de croire en eux et de croire en leurs rêves, parce que tout est possible. Avec du travail et un bon accompagnement, tout est vraiment possible. Et j'espère aussi que les Comores feront une très belle CAN, et la Côte d'Ivoire aussi. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, croyez en vous, la dignité fera le reste. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Merci, Chaker, d'avoir accepté de partager ce pan de ta vie avec nous. Et comme je l'ai dit, on sera là pour partager ton rêve, de promouvoir le football local comorien. On sera là. Tu comptes jouer le premier rôle pour peut-être être candidat pour la présidence de la fédération comorienne de football ou non, ça c'est... Toi, tu vas juste dans la formation. Tu veux pouvoir permettre à des jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves. Exactement. Il ne faut pas aller trop vite, trop loin. Inch'Allah, comme on le dit. Que Dieu fasse. Ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, de mener cette interview. Ça a été un plaisir de recevoir Chaker Aladio. J'espère que vous avez pris plaisir et surtout partager avec nous cette leçon de foi, de belles choses. Il y a eu tellement de valeurs qui ont été transmises le temps de cette interview et c'était sous les caméras de Fabien. Merci Fabien Dardenne pour ces belles images pour le compte d'ActuPeople.net. C'était Guillaume Vergès. Je vous donne rendez-vous pour d'autres interviews avec d'autres invités, que ce soit sur le plan sportif, dans la politique, dans le business, lifestyle, les influenceurs, tout ce que vous voulez. À très bientôt. Merci. If you